Naturellement, on est habitué depuis longtemps, pour peu qu'on ait fréquenté les églises, à voir déferler ça au-dessus de sa tête. Mais personne ne songe à s'étonner que le pur entre les purs, le Fils de l'homme, nous dise en somme que la meilleure façon d'arriver au salut de son âme est de tripoter sur les fonds dont on a la charge, puisqu'aussi bien cela peut vous attirer, sinon des mérites, au moins quelque reconnaissance de la part des enfants de la lumière. Il y a quelques contradictions, semble-t-il, apparemment, sur le plan d'une morale homogène, uniforme et plate. Mais peut-être aussi pourrait-on recouper quelque aperçu de cette espèce, sans compter les autres. Ce formidable joke. Rendez à César ce qui est à César. Et maintenant, débrouillez-vous. C'est tout de même dans ce style de paradoxe, qui d'ailleurs se livre à l'occasion à toutes les évasions, à toutes les ruptures, à toutes les béances du non-sens, à tel et tel tournant de ces dialogues insidieux dans lesquels l'interlocuteur sait toujours se glisser si magistralement hors des pièges qu'on lui tend. Pour tout dire, pour revenir à ce qui est pour l'instant notre objet, cette foncière négation de ce bien comme tel, qui a été l'objet éternel de recherche de la pensée philosophique concernant l'éthique, cette pierre philosophale de tous les moralistes, c'est ce quelque chose qui est rejeté à l'origine dans la notion même du plaisir, du principe du plaisir comme tel, en tant que règle de la tendance la plus foncière, l'ordre des pulsions dans la pensée de Freud. Comme je vous le disais, ceci, qui est décelable, recoupable de 1000 autres façons, et en particulier qui est pleinement cohérent avec l'interrogation de Freud, centrale, comme vous le savez, concerne le père. Il faut bien concevoir que, pour ce que veut dire cette position de Freud concernant le père, il faut avoir été chercher là où s'articule la pensée d'un Luther, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand évidemment excité, chatouillé au niveau des naseaux par Érasme, qui, à ce moment, Dieu sait, non sans s'être fait pendant de longues années tirer l'oreille, avait sorti son De libero arbitrio pour rappeler que, quel que pût être, appuyé en somme par toute l'autorité chrétienne, depuis les paroles du Christ jusqu'à celles de saint Paul, d'Augustin, et toute la tradition des pères, ce fou furieux excité de Wittenberg, qui s'appelle Luther, qu'il fallait bien penser que les œuvres, les bonnes œuvres, cela devait être encore quelque chose, et que, pour tout dire, la tradition des philosophes, celle du souverain bien, n'était absolument pas à jeter aux orties. Et Luther, jusque-là fort réservé quant à la personne d'Érasme, tout en gardant par devers lui, à son endroit, quelque ironie, Luther publie le De Servo Arbitrio. Pour accentuer le caractère de rapport radicalement mauvais où l'homme est, quant à ce qui est au cœur de son destin, cette ding, cette causa, que l'autre jour je désignais comme analogue à ce qui est, c'est d'ailleurs la même, désignée par Kant à l'horizon de sa raison pratique, à ceci près que c'en est le pendant, que, si je puis dire, et pour inventer un terme dont je vous prie de pardonner la grécité approximative, c'est cette causa pathomenon, cette causa de la passion humaine la plus fondamentale. Luther, réarticulant les choses à ce niveau, écrit ceci. La haine éternelle de Dieu contre les hommes, non seulement contre ses défaillances et contre les œuvres d'une libre volonté, mais une haine qui existait même avant que le monde fût créé. Vous voyez que j'ai quelques raisons de vous conseiller de lire de temps en temps les auteurs religieux. J'entends les bons, pas ceux qui écrivent à l'eau de rose.
Même ceux-là sont quelquefois très fructueux. Saint François de Sales sur le mariage, je vous assure que cela vaut bien le livre de Van de Velde sur le mariage parfait. Mais Luther, ça l'est à mon avis beaucoup plus. Je pense qu'il ne vous échappe pas que cette haine qui existait même avant que le monde fût créé est pour autant qu'elle est strictement corrélative de ce rapport qu'il y a entre un certain style, une certaine conception, une certaine incidence de la loi comme telle, et d'autre part une certaine conception de das Ding comme étant le problème radical, et pour tout dire, le problème du mal. Que c'est exactement ce à quoi Freud a affaire dès l'origine, quand la question qu'il pose sur le père le conduit à nous montrer, dans le père, le personnage qui est le tyran de la horde, celui aussi contre lequel le crime primitif s'étant dirigé a introduit par là même tout l'ordre, l'essence et le fondement du domaine de la loi. Ne pas reconnaître cette filiation et structuration, et pour tout dire cette paternité culturelle nécessaire qu'il y a entre un certain tournant de la pensée qui s'est produit à ce point sensible, à ce point de fracture qui se situe vers le début du XVIe siècle, et prolonge ses ondes puissamment, d'une façon visible, jusqu'au milieu et jusqu'à la fin du XVIIe siècle, est quelque chose qui équivaut à méconnaître tout à fait à quelle sorte de problème s'adresse l'interrogation freudienne. Je viens de faire une parenthèse de 25 minutes, car tout ceci était pour vous dire, avant que nous ayons eu le temps de nous retourner, de nous apercevoir que c'est de cela qu'il s'agit, Freud, avec l'Einführung, peu après 1914, nous introduit dans quelque chose qui est précisément ce qui va escamoter le problème. Je viens de faire une parenthèse de 25 minutes, car tout ceci était pour vous dire, avant que nous ayons eu le temps de nous retourner, de nous apercevoir que c'est de cela qu'il s'agit, Freud avec l'Einführung, peu après 1914, nous introduit dans quelque chose qui est précisément ce qui va réescamoter le problème. En quoi ? En y articulant des choses qui naturellement sont essentielles à articuler, mais dont il faut voir que c'est là-dessus, dans ce contexte, qu'elles viennent s'insérer, à savoir très précisément le problème du rapport à l'objet. Ce problème du rapport à l'objet doit être lu freudiennement, tel que vous le voyez en fait émerger, c'est-à-dire dans ce rapport qui est un rapport narcissique, qui est un rapport imaginaire. L'objet, ici, à ce niveau, s'introduit pour autant qu'il est perpétuellement interchangeable avec l'amour qu'a le sujet pour sa propre image. Ich libido et Object libido sont introduits dans Freud pour autant que, dès cette première articulation, à savoir dès l'Einführung, c'est autour de l'Ish idéal et de l'idéal Ish, du mirage du moi, et de la formation d'un idéal qui prend son champ tout seul, qui devient préférable, au moins qui vient à l'intérieur du sujet donner une forme à quelque chose à quoi il va désormais se soumettre. C'est pour autant que le problème de l'identification est lié à ce dédoublement psychologique, va faire désormais le sujet être dans cette dépendance par rapport à cette image idéalisée, forcée de lui-même, dont Freud ensuite fera toujours si grand état. C'est dans cette relation que la notion d'objet, dans cette relation, donc de mirage, est introduite. Cet objet n'est donc pas la même chose que l'objet qui est visé à l'horizon de la tendance. Entre l'objet tel qu'il est ainsi structuré par la relation narcissique et das Ding, il y a une différence, et c'est justement dans le champ, dans la pente de cette différence, que se situe pour nous le problème de la sublimation.
Freud, dans une petite note des 3 essais, a fait en effet une espèce de flash qui est bien du style de l'essai. À la page 48, il dit « La différence qui nous accroche entre la vie amoureuse des Althènes, il s'agit des anciens, des pré-chrétiens, et la nôtre gît en ceci que les anciens mettaient l'accent sur la tendance elle-même, que nous, par contre, nous la mettons sur son objet. Les anciens entouraient de fait la tendance, et étaient prêts aussi à faire honneur, par l'intermédiaire de la tendance, à un objet de moindre valeur, de valeur commune, tandis que nous réduisons la valeur de la manifestation de la tendance, nous exigeons le support de l'objet par les traits prévalents de l'objet. Quand j'intitule ceci une excursion excessive, je vous pose la question « qu'est-ce qu'il en est ?» Freud a écrit de longues pages pour nous parler de certains ravalements de la vie amoureuse. Ces ravalements, c'est au nom de quoi? Au nom d'un idéal qui est incontestable. Je n'ai qu'à citer un nom parmi ces notes, dans cet esprit de l'auteur anglais Gastworthy, dont la valeur est reconnue universellement aujourd'hui. Une nouvelle m'avait autrefois beaucoup plu. Elle s'appelle The Apple Tree et montre comment il n'est plus de place dans notre vie civilisée aujourd'hui pour l'amour simple et naturel, l'écho pastoral de 2 êtres humains. Voilà, tout s'exprime en quelque sorte spontanément et coulant de source. En quoi est-ce que Freud sait que nous mettons l'accent sur l'objet et que les anciens le mettaient sur la tendance? Vous direz, il n'y a pas d'exaltation idéale dans aucune tragédie antique comme dans nos tragédies classiques. Mais enfin, Freud ne le motive guère. Je ne suis pas sûre, au reste, que ceci n'appelle pas beaucoup d'observations. Si nous comparons ici nos tragédies, notre idéal de l'amour à celui des anciens, ce à quoi nous aurons à nous référer, ce sont des œuvres historiques. C'est un certain moment qui, lui aussi, est à situer. Nous en parlerons la prochaine fois, puisque c'est là que nous entrerons. Il s'agit en effet bel et bien d'une structuration, d'une modification historique de l'éros. Dire pour autant que c'est nous qui avons inventé l'amour courtois, l'exaltation de la femme, qu'un certain style chrétien de l'amour dont Freud parle est quelque chose qui fait date, ceci en effet a toute son importance, et c'est bien sur ce terrain que j'entends vous mener. Il n'en reste pas moins que je montrerai que dans les auteurs antiques, et chose curieuse, plus dans les latins que dans les grecs, il y a déjà certains éléments, peut-être tous les éléments de ce qui caractérise ce culte de l'objet dans une certaine référence, disons idéalisée, qui a été déterminante quant à l'élaboration, qu'il faut bien appeler sublimée, d'un certain rapport. Et qu'aussi bien ce que Freud exprime ici d'une façon hâtive, probablement inversée, c'est quelque chose qui se rapporte en effet à une notion de dégradation qui vise peut-être moins, quand on y regarde de près, ce qu'on peut appeler la vie amoureuse qu'une certaine corde perdue, oscillation, crise concernant justement l'objet. Que ce soit en effet dans la voie de retrouver la tendance dans une certaine perte, elle culturelle, de l'objet, qu'il puisse y avoir un problème comme celui-là au centre de la crise mentale d'où nous sort le freudisme, c'est la question que nous aurons à poser.